Les couilles sur le réservoir, une émission animée par Doud. Ça va péter! Quand on roule sur les routes françaises, il faut se méfier de deux choses. Des glacières électriques conduites par des ados avec la tension d'une huître sèche au soleil et les radars automatiques. Qui n'a jamais eu la surprise de recevoir en cadeau, un 24 décembre, une petite enveloppe papier recyclé, siglée République française? Alors évidemment, on sait que dans ces cas-là, le chèque cadeau, c'est à vous de l'envoyer à l'État et pas l'inverse. Bien évidemment, ce serait trop beau. Et c'est souvent à partir de cette petite surprise que vous commencez à essayer de vous rappeler à quel moment vous avez pu vous faire flasher, vous avez pu vous faire avoir par un de ces radars automatiques. Moi c'est Doud, bienvenue dans mon émission Les couilles sur le réservoir, et aujourd'hui on va voir comment se protéger en famille de façon rapide, gratuite et surtout légale, et j'insiste très bien sur ce mot, des radars automatiques. Si vous m'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles et surtout vous abonner. Vous êtes de plus en plus, je vous remercie, c'est vraiment super. Et on se retrouve sur Instagram, @sur le réservoir, pour tout un tas d'autres aventures en plus de cette émission. Dans la saison 1, je vous expliquais qu'avoir une situation atypique en France, c'est-à-dire par exemple venir en France après des années d'expatriation à l'étranger, à tout hasard, était relativement compliqué d'un point de vue administratif. Ça oblige à réfléchir à des solutions alternatives tout en restant bien sûr légales. Et je me suis aperçu que les solutions trouvées non seulement permettaient de résoudre ces problèmes administratifs, entre parenthèses aussi, merci l'Europe, mais permettait également de contourner légalement certaines sanctions automatisées. En effet, la chance que nous avons en France, c'est que l'administration apprécie beaucoup automatiser les contrôles, que ce soit pour la vitesse et bientôt le bruit ainsi que la pollution avec le critère. Petite parenthèse concernant la pollution, le contrôle automatisé de la pollution, donc à travers les vignettes critères, pour l'instant c'est juste un projet, puisque on ne sait même pas au moment où j'enregistre cet épisode si les ZFE vont continuer ou non. Ce qu'il semblerait, c'est que les ZFE restent juste actifs pour Paris et Lyon en fonction d'un seuil de pollution que justement Paris et Lyon dépasseraient en permanence. Mais voilà, pour l'instant il n'y a rien de fait. Nous sommes début mai 2025, donc il se peut que si vous écoutiez cet épisode plus tard, ça ait changé. Voilà. Et tous ces contrôles automatisés, en plus de la stratégie que l'on va voir ensemble, va jouer en notre faveur. Quand on parle de passer à travers les mailles du filet d'un contrôle automatisé de vitesse, Internet regorge de méthodes plus tordues les unes que les autres pour être plus ou moins invisibles quand vous passez devant un de ces radars automatiques. Malheureusement pour vous, que ce soit une banque, une assurance ou un vendeur de solutions miracles anti-radar, ça ne profite uniquement qu'à ceux qui les vendent. Actuellement, il n'existe aucune méthode légale pour être invisible face à un contrôle automatisé. Et alors là, vous êtes en train de vous dire, ok Doud, alors qu'est-ce que tu vas essayer de nous vendre dans cet épisode? Tu vas encore nous troller et nous raconter un truc qui finalement n'a ni queue ni tête. Détrompez-vous. Pour cela, il faut juste savoir comment est organisée la chaîne de sanctions à partir du moment où vous allez vous faire contrôler et sanctionner automatiquement par un radar. Pour ce faire, petit exemple avec un cas concret. Vous êtes en voiture ou en moto, vous roulez, la tête un peu dans les nuages à écouter le dernier album de Mylène Farmer, et là, pouf, vous êtes réveillé par un flash en pleine face. Vous regardez votre compteur, et là, vous vous apercevez que l'aiguille se situe entre le 85 et le 90 km/h. Malheureusement, sur cette nationale à 80, ça a suffi à vous faire flasher. À partir de ce moment-là, que va-t-il se passer? Déjà, vous allez avoir les boules, ça va bien vous faire chier. Et une fois l'infraction enregistrée par le radar, la photo est analysée pour en déduire le numéro d'immatriculation du véhicule. Ensuite, si le numéro d'immatriculation n'est pas lisible de façon complète, il n'y aura aucune suite, c'est-à-dire que la photo sera oubliée si on ne peut pas identifier clairement le véhicule. Mais si le numéro d'immatriculation a été correctement lu et identifié, là, on passe à l'étape suivante. Le numéro d'immatriculation permettra d'identifier le propriétaire du véhicule ainsi que son adresse, celle qui est sur la carte grise. Et c'est à cet endroit et à cette personne que la contravention, en fonction du motif, sera envoyée automatiquement. La suite, vous la connaissez, vous recevrez une petite enveloppe avec le logo de la République française et il ne restera plus
qu'à payer et subir la perte de points dans le cas où il y en a. Dans ces fameuses solutions miracles que l'on essaie de vous vendre pour justement éviter ça, les gens prennent le problème tout simplement du mauvais côté en essayant de s'attaquer directement à la partie technique, c'est-à-dire à l'identification du véhicule par le radar, souvent en essayant de vous vendre tout un tas de peintures transparentes réfléchissantes, des plaques modifiées ou bref je ne sais quelle autre homéopathie pour radar automatique. Bref, on se retrouve littéralement dans une véritable foire à la saucisse. En plus d'être une très mauvaise idée, cela entraîne dans 100% des cas une modification illégale du véhicule, ce qui, en cas de contrôle des forces de l'ordre, peut vous coûter extrêmement cher, voire beaucoup plus que le potentiel gain promis. Là, je sens que vous n'êtes pas loin de faire la lecture de cet épisode en x1,5, x2 pour essayer de trouver le moment où je dévoilerai cette fameuse stratégie secrète. Eh bien écoutez, on y est, je vais vous le dire tout de suite. Imaginez, vous avez une maison avec une gouttière qui évacue l'eau de pluie sur votre terrasse. Au bout d'un moment, cela va la détériorer. Vous allez avoir des traces vertes, ça va glisser, la mousse, machin, tout ça, ça va être l'enfer. Impossible de faire un barbecue sans glisser en tongs sur cette mousse à la con, qui revient tous les 2 mois parce que dès qu'il pleut, c'est l'enfer. Bref, vous en avez vraiment ras-le-bol. Vous allez donc y réfléchir et par exemple, une des solutions serait de supprimer la gouttière, par exemple. Ça, c'est ce qu'on vous vend sur Internet. Sauf que, malheureusement, ça marche pas bien parce que l'eau du toit doit bien s'évacuer quelque part. La deuxième solution, qui paraît peut-être la meilleure, est tout simplement de rediriger le flux de la gouttière ailleurs que sur la terrasse, par exemple. L'eau sera toujours évacuée, mais plus sur votre terrasse. Ce qui fait que vous allez réorganiser le cheminement de votre gouttière pour mettre l'eau vers un endroit où, en cas de forte pluie, ça ne gênera pas dans l'herbe ou dans un chemin en gravier, whatever, mais en dehors de votre belle terrasse, qui restera, elle, maintenant au sec et sans mousse. Eh bien, dans notre cas, nous allons effectuer exactement la même chose avec les contrôles automatisés. Nous allons tout simplement rediriger le flux de verbalisation en utilisant les mêmes outils que l'administration, tout simplement vers un autre endroit qui nous mettra à l'abri de façon parfaitement légale. Alors, comment fonctionne ce petit tour de passe-passe qui va nous permettre, du jour au lendemain, quasiment de bénéficier de la cape d'invisibilité administrative d'Harry Potter? Vous allez voir, l'astuce est vraiment très simple, en plus c'est quelque chose que vous connaissez tous, et surtout, c'est très rapide à mettre en place. C'est aussi très drôle et ludique parce que vous allez voir, c'est une activité que vous pouvez même faire en famille. En France, ainsi que dans d'autres pays, l'administration reconnaît 2 types de personnes. Vous avez les personnes physiques et les personnes morales. Une personne physique, c'est vous, moi, c'est quelqu'un en chair et en os avec un nom, un prénom, une date de naissance, bref, vous l'avez compris, c'est vraiment une personne physique. Une personne morale, c'est des fois un petit peu plus tordu à comprendre. C'est tout simplement une personne qui n'est pas physique. Je sais, ça peut paraître un peu stupide dit comme ça, mais une personne morale, c'est en fait une entité. On pourrait très bien dire que Dieu, quel que soit votre Dieu, c'est une personne morale. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez inviter à boire un café, manger un kebab ou je ne sais quoi, c'est simplement quelque chose comme ça qui est écrit sur des papiers, mais personne ne peut en tout cas lui mettre physiquement un doigt dans le nez. Voilà, parce que il n'existe en fait pas concrètement. Ça va être le cas notamment pour une entreprise, une association, une ONG, bref, un organisme enregistré dans les dossiers de l'administration. Petite parenthèse pour désamorcer tout de suite les Jean-Michel juristes et Jean-Michel chambre du commerce. Oui, toutes les entreprises ne sont pas des personnes morales. Une entreprise peut être une personne physique, mais c'est pas le but du tout de cet épisode. Aujourd'hui, on va considérer qu'une entreprise, dans notre cas, est une personne morale. Donc tous les auto-entrepreneurs, entreprises individuelles et compagnie, on s'en fout. C'est pas le point. Voilà. Et là, les gens qui sont entrepreneurs, et notamment à la tête d'une personne morale, vont voir un petit peu là où je veux en venir, puisqu'il y a 9 chances sur 10 que eux déjà utilisent cette méthode-là, mais dans un cadre légal différent. Dans notre exemple, au moment où vous allez vous faire flasher, le véhicule est à votre nom. Il vous appartient. Il appartient à une personne physique, avec un nom, un prénom, une date de naissance, un numéro de sécu, une adresse de domicile, bref, c'est vous. Mais dans le cas où un véhicule appartient à une société,
ce n'est plus une personne physique qui est propriétaire, mais une personne morale. Et donc la verbalisation automatique sera dirigée vers la société qui est propriétaire du véhicule. Bien évidemment, une société n'ayant pas de permis de conduire, eh bien, il n'y aura pas de perte de points. Par contre, l'amende sera adressée au nom de la société. Alors, je vais faire une autre petite parenthèse concernant la propriété d'un véhicule en France, et notamment 2-3 trucs complètement stupides auxquels on a pu assister il y a de ça quelques années. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, vous n'avez pas besoin légalement d'avoir le permis de conduire de la catégorie du véhicule que vous voulez posséder. Vous pouvez très bien mettre une moto à votre nom sans avoir le permis moto. C'est simplement que vous n'aurez pas le droit de la conduire sur voie publique. Également, vous n'avez pas besoin d'être majeur pour être propriétaire d'un véhicule et d'une carte grise. Exemple concret, toutes ces glacières électriques que l'on retrouve sur la route avec les ados attardés dedans, eh bien, on peut les mettre en tant que propriétaire sans aucun problème. Et justement, ça a posé quelques petits soucis avec des déviances complètement stupides et inconscientes de la part des parents, puisque quand la France a mis en place les contrôles automatiques avec les premiers radars, justement, les gros rouleurs ont trouvé une sorte de faille, gros guillemets avec mes petits doigts boudinés, et ils ont mis tout simplement leur enfant propriétaire du véhicule, puisque leur enfant n'ayant pas par définition de permis de conduire, eh bien les parents qui faisaient des excès de vitesse et qui se faisaient flasher recevaient la verbalisation, mais pas les points. Donc ils ne perdaient pas de points, ils n'avaient que l'amende à payer. Le problème, c'est que l'enfant, lui derrière, quand après il a voulu passer le permis de conduire et ainsi de suite, ça a posé quand même quelques petits problèmes, puisque les grands excès de vitesse, c'est des délits. Et les délits, eh bien, ça peut causer du trouble. Bien évidemment, cette pratique est ultra stupide, à tel point que je pense même ses parents les plus idiots ont commencé à se dire on va arrêter, et il me semble, et ça c'est à vérifier, mais je crois que d'un point de vue légal justement, ça a été encadré. Je crois quand même qu'il y a un âge minimum, mais je veux pas dire de bêtises, c'est à vérifier. Mais heureusement pour nous, la solution que je suis en train de vous exposer est largement plus safe et surtout beaucoup plus légale que ce genre de pratique. À ce stade, nous avons la première brique de notre petit château Harry Potter Lego pour se défendre des contrôles automatiques. Tout simplement, rediriger la sanction non plus vers un propriétaire qui est une personne physique, mais vers un propriétaire qui sera une personne morale. Reste donc à faire le transfert de propriété d'une personne physique à une personne morale. Mais comme on l'a vu, personne morale, on en a plusieurs types en France. Maintenant, laquelle choisir? Les deux plus connus sont tout simplement une entreprise de type SARL, ça je pense que vous en avez déjà entendu parler, et la deuxième, eh bien, c'est une association. Une association, loi 1901, est une personne morale. Et ça, pareil, je pense que vous connaissez très bien. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire ouvrez une entreprise, ce serait complètement stupide et ça coûterait de l'argent pour rien. Par contre, nous porterons notre choix vers l'association loi 1901. Tout simplement parce que c'est le moyen le plus simple et surtout entièrement gratuit, sans fiscalité, qui permettra de mettre en place notre nouvelle stratégie. Et voilà, maintenant nous avons tous les outils administratifs et surtout légaux pour pouvoir mettre en place notre nouvelle organisation. Mais alors concrètement, comment ça va se passer? Une association loi 1901, c'est quoi? Même si on en connaît tous autour de nous, on sait dans les grandes lignes ce que c'est, mais dans les détails, c'est quand même un petit peu plus subtil que ça, parce que on n'ouvre pas tous des associations tous les jours. Et quand on vient y adhérer, on n'a pas fait tout le travail de mise en place en amont. Et je vous le dis tout de suite, dans les années 90, il fallait remplir des formulaires, puis envoyer ça ou les déposer en préfecture. Aujourd'hui, tout se fait par Internet, en l'espace d'1 heure avec les documents, c'est réglé. Alors, une association loi 1901, c'est tout simplement au minimum 2 personnes qui décident de s'associer pour former donc une personne morale qui sera donc l'association connue sous son nom et dont le fonctionnement sera régi par ce qu'on appelle des statuts. Les statuts, c'est en gros le règlement intérieur de l'association qui va dire bon bah voilà, on va faire ça, 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 les réunions ça sera tous les telles dates et on prendra tant de membres, les cotisations sont gratuites, payantes, ainsi de suite. Bref, voilà, vous avez des exemples sur internet avec des statuts minimum. Bien sûr, dans notre cas, je vous encourage à faire une association qui soit relativement fermée, entre guillemets, c'est-à-dire dans vos statuts, limiter l'accès à l'association, mais tout en restant légal, puisque si quelqu'un veut y adhérer et que malheureusement, dans vos statuts, vous avez mis des règles qui ne respectent pas la loi en termes d'association, parce que c'est quand même réglementé par des lois,
eh bien, vous pouvez avoir des problèmes. Mais vous pouvez contourner ça. Donc, au pire, sur Instagram, sur le réservoir, vous me contactez et on en discutera ensemble et je vous filerai un petit coup de main. Et le truc cool dans tout ça, c'est que en France, une association loi 1901 peut être propriétaire de véhicules. Alors, quand je dis de véhicules, c'est plusieurs véhicules, voire même faire du commerce ou avoir des employés. Il n'y a en fait quasiment aucune limite de fonctionnement, c'est-à-dire pas de minimum ni de maximum en termes de fonctionnalité dans l'association. Bien évidemment, tout ça est dans un cadre légal, et je vous le répète, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus faire n'importe quoi. Et également, si à un moment donné vous dites tiens, je vais me servir de mon asso pour faire du business ou quoi, sachez que vous pouvez, mais si votre asso est à but non lucratif, vous n'avez pas le droit d'enregistrer de bénéfices. Vous devez réinvestir l'intégralité de votre budget dans l'association l'année suivante. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et petit détail important, vous n'êtes pas limité en termes d'association. Vous, en tant que personne physique, en tant que Monsieur Dupont, vous pouvez être président de 15 associations différentes. Dans notre cas, c'est utile. Je dis ça, je dis rien. Concrètement, comment mettons en place une association pour enregistrer son ou des véhicules? La première chose que je peux vous conseiller, si vraiment vous désirez créer une asso uniquement pour ça, c'est de ne pas dépasser 2 personnes. C'est le minimum requis pour établir une association, un président trésorier ou président secrétaire. Bien évidemment, si vous êtes en cours de divorce avec votre femme ou votre mari, ce n'est peut-être pas une situation d'avenir de faire ça avec elle ou lui. Évitez tout simplement de vous associer avec quelqu'un qui pourrait bloquer potentiellement n'importe quelle procédure. Puisque tout simplement, pour pouvoir justifier de la propriété d'un ou des véhicules, vous devrez faire des assemblées générales avec vos membres. Là, dans notre cas, si vous êtes que 2, ça sera président, secrétaire, président, trésorier, et ça facilitera grandement la prise de décision, plutôt que d'avoir une dizaine de personnes au bureau ou dans l'association qui bien devront voter lors de ces réunions d'assemblée générale et potentiellement vous bloquer dans les démarches futures. Une fois que vous avez trouvé la bonne personne, eh bien, direction Internet. Petite recherche Google, comment créer une association. Et là, vous avez normalement en première ligne le site service-public.fr. Il vous explique absolument toutes les démarches pour créer justement votre association en loi 1901 ou autre. Vous pouvez très bien partir sur un projet similaire mais un peu différent. Autre petite parenthèse, attention, vous risquez de croiser des sites qui vous proposent des packs création, association 1901 ou entreprise. Ça se fait beaucoup dans le milieu justement entrepreneurial. Et ça, c'est du bullshit. Honnêtement, même si c'est des entreprises légitimes qui vous proposent ça ou quoi, ils jouent sur la peur administrative, en fait, en vous proposant des packs création. Vous leur dites, voilà, moi je veux faire une société genre coiffeur Micheline machin, et eux, ils vont s'occuper de toutes les démarches. Mandater une entreprise pour ça, c'est de la connerie, tout simplement, parce qu'en fait, vous n'allez pas être maître de ce qui va se faire, et surtout, vous ne saurez pas ce qui va se faire, qui est très grave quand on est un chef d'entreprise. Donc, remontez-vous un petit peu les manches, mettez les mains dans la merde, comme on dit, et puis, tout simplement, une fois que ça sera fait, vous serez bien content de l'avoir fait, et surtout, vous serez bien content d'avoir vu comment ça s'est passé. Sachant que pour créer une association, vous allez voir, il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous allez avoir besoin de 3 choses. La première, c'est, comme on l'a vu, tout simplement d'un ou des associés pour constituer votre bureau. Alors, associé ou membre, chacun utilisera le terme qu'il veut. Je vous rappelle également que pour constituer une association loi 1901, c'est un minimum de 2 personnes et que vous n'êtes pas obligé d'en avoir plus. La deuxième va être un nom pour votre association ainsi qu'un type d'activité. Petite précision justement concernant le nom et le type d'activité de votre association. Comme on l'a vu, en cas de contrôle, si vraiment vous gérez ça par-dessus la jambe et que vous faites n'importe quoi, on peut vous accuser de détournement de biens. Et pour limiter ces accusations au maximum, si vraiment vous prévoyez d'enregistrer plusieurs véhicules, c'est tout simplement d'utiliser un nom et une activité en rapport avec l'utilisation de ces véhicules-là. Ce qui rendra parfaitement légitime l'enregistrement et l'utilisation des véhicules par les différents membres de l'association. Sachant que si c'est une association où vous n'êtes que 2, eh bien, vous serez parfaitement légitime à utiliser l'un ou l'autre les véhicules, sachant que là, on ne pourra pas vous dire que vous en faites un usage exclusivement personnel, puisqu'à partir du moment où vous êtes que 2 dans l'association et que l'autre adhérent est d'accord pour que vous utilisiez
la majorité du temps ce véhicule-là, ça rendra déjà plus compliqué les accusations probables. Encore une fois, c'est dans ce genre de stratégie qu'il faut avoir le minimum d'adhérents possible pour limiter au maximum ce genre de problèmes potentiels possibles. La troisième chose qui est incontournable, eh bien, ce sont tout simplement les statuts. Comme on l'a vu, c'est le règlement intérieur qui vient dicter le fonctionnement de l'association. À chaque modification ou intervention dans les statuts, élection du bureau, que ce soit modification, mise à jour, ce que vous voulez bien, vous devez effectuer une assemblée générale et à l'issue de cette assemblée générale, vous allez consigner tout ce qui s'est dit, toutes les décisions qui se sont prises dans un procès verbal. Et ce procès verbal servira de preuve en plus des nouveaux statuts, du nouveau fonctionnement ou du nouveau bureau de l'association. Et tout ça, bien sûr, sera à réenvoyer par Internet à travers le site du service public de façon à mettre à jour votre association. Vous pouvez trouver des statuts très facilement préétablis, une sorte de base sur Internet, mais attention, il faut quand même ajouter ou enlever des choses en fonction du fonctionnement de votre association, notamment concernant la politique d'utilisation des véhicules dont l'association sera propriétaire, mais également qui peut emprunter le véhicule de l'association, sous quelles conditions, combien de temps et ainsi de suite. Même si ça reste extrêmement rare, la première chose qui sera vérifiée lors d'un contrôle, bien évidemment, ce sera les statuts. D'où l'intérêt de ne pas les négliger, vous le faites une fois et après on n'en parle plus. Autre chose bonne à savoir, c'est que vous n'avez pas du tout besoin d'avoir un local associatif. Il n'est également pas du tout nécessaire d'avoir de compte bancaire. Et ça, je vous le conseille fortement, dans le cas où vous ne prévoyez pas justement de gérer des transactions ou des adhérents avec des cotisations de votre côté. Une fois que vous aurez enregistré tout ça sur le site internet dédié aux procédures en ligne du service public, vous obtiendrez un reçu comme quoi votre association a bien été enregistrée. Suite à ça, on va vous attribuer un numéro RNA. C'est un numéro du registre national des associations. Une fois votre association créée, il vous faudra demander un numéro sirène. Ça se fait sur le site de l'INPI et ça permettra d'immatriculer un véhicule. Également, si vous désirez développer une activité avec votre association ou embaucher des gens, voire faire autre chose, ça sera obligatoire. Attention, car si votre association est à but non lucratif, il faudra continuer de respecter cette obligation. Je sais que le processus peut faire peur. Il y a quand même pas mal d'étapes, des petites spécificités entre le numéro sirène, le RNA et compagnie, mais je vous assure que dans les faits, si vous prenez tout étape par étape, ça se fait vraiment tout seul. Vous pouvez même vous faire assister de ChatGPT qui lui vous donnera en plus des étapes tous les liens. Pour ceux qui sont arrivés au bout, eh bien félicitations, vous venez d'accoucher d'une belle association dont vous êtes probablement le président, et c'est-à-dire tout simplement responsable d'une personne morale qui sera maintenant propriétaire de votre nouveau véhicule. Reste une dernière étape, le transfert de propriété tout simplement entre vous, la personne physique, et l'association qui est la personne morale. Pour ça, vous devez juste céder votre véhicule comme vous le feriez avec n'importe quelle autre personne. Sauf que dans notre cas, au moment de la cession, dans le document CERFA que vous allez remplir, il faudra juste sélectionner, donc cocher la bonne case, personne morale. Et c'est à ce moment où vous devrez justifier justement de votre association de par les statuts, le procès verbal et ainsi de suite. D'où l'intérêt d'avoir vraiment tout fait et tout connaître en amont. Dans le cas où le véhicule reste dans la famille, entre guillemets, avec mes petits doigts boudinés, eh bien effectivement, ça vous fait une nouvelle carte grise à régler. Mais si vous faites ça dès l'achat du véhicule, eh bien ça ne vous coûtera en fait rien de plus. Maintenant, je dirais que c'est un peu le coût de la tranquillité. Concernant l'assurance, là, je vais être assez rapide. Nous avons deux cas. Le premier qui est le cas que je vous conseille très fortement, c'est-à-dire le cas le plus légal possible. Vous faites assurer le véhicule au nom de l'association. N'oubliez pas de vous mettre en tant que conducteur pour garder la continuité de votre contrat d'assurance à vous personnellement pour garder donc ce bonus qui va courir, sinon ça fait une interruption et là vous serez dans le caca. Donc gardez bien ce truc-là en tête. Concernant le règlement de la prime d'assurance, vous pouvez le faire en votre nom propre dans le cas où vous êtes le président. Après, libre à vous de vous faire rembourser ou non par l'association, ça on en a parlé. Et la zone grise, eh bien, je vous la déconseille très fortement, c'est-à-dire assurer le véhicule en votre nom propre. Dans le cas où vous n'êtes ni membre de l'association, ni membre du bureau et encore moins président, ce serait la dernière chose à faire, puisque en cas de sinistre et ou d'enquête, là, vous vous mettriez vite fait dans les ennuis. Par contre, si vous êtes président de l'association et que vous décidez d'assurer vous-même le véhicule,
là, vous êtes dans une zone grise. C'est-à-dire que là, ça sera un peu au bon vouloir de votre assurance en cas de sinistre de jouer le jeu ou non. Personnellement, ma philosophie, c'est qu'à partir du moment où nous avons des outils administratifs qui ne coûtent rien et qui nous évitent tout un tas d'ennuis potentiels, même si c'est du papier supplémentaire, autant le faire, prendre son temps, se poser, il n'y a pas de rush, il n'y a rien qui presse, et au moins on est tranquille et on n'a pas à se poser des questions sur un futur plus ou moins perturbé. Et je le répète, puisque moi je me suis fait avoir bêtement comme ça en allant vivre à l'étranger, si vous restez plus de 5 ans sans aucun contrat d'assurance, notamment véhicule à votre nom, vous repartez de zéro en France. Donc même si le contrat, vous n'êtes pas le titulaire principal, mettez-vous au moins conducteur de ce véhicule, comme ça assurera la continuité. Nous avons vu le processus de création de l'assaut, nous avons vu comment faire le transfert de propriété, comment assurer vos véhicules. Passons à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire en cas de contrôle automatique, comment cela va maintenant se passer et surtout comment réagir. Décidément, c'est pas de chance, vous ne savez pas du tout conduire, vous y prenez comme une grosse patate et vous vous refaites flasher au même endroit. Nous avons vu que dans la majorité des cas, quand vous êtes une personne physique propriétaire du véhicule, c'est-à-dire tout simplement vous en tant que grosse patate, eh bien, le PV partira directement à l'adresse de la carte grise et au nom de la personne inscrite dessus. C'est-à-dire chez vous, à votre nom. Jusque-là, tout est normal, nous sommes dans quasiment 99% des cas. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Au lieu de changer votre conduite, vous avez tout simplement décidé de changer l'autre côté du problème, c'est-à-dire passer d'une personne physique à une personne morale pour la propriété de votre véhicule. Si on reprend à partir du moment de l'infraction, l'identification ne sera plus faite vers vous, mais vers votre association, puisque c'est elle la titulaire de la carte grise et donc du véhicule. Le PV sera tout simplement adressé au nom de l'association et envoyé à l'adresse du siège de celle-ci. Et comme nous l'avons vu, une personne morale n'étant pas une personne physique et donc ne pouvant pas avoir de permis de conduire et donc 2 points d'enlever, déjà vous passez à travers ça. C'est-à-dire que vous aurez l'amende à régler, mais il n'y aura pas de points enlevés. Concernant l'amende, vous avez 3 solutions qui se présentent à vous. La première, tout simplement, c'est de la régler. Voilà, vous décidez de prendre quand même vos responsabilités et de dire, bon, très bien, je règle l'amende, on n'en parle plus et on continue. Deuxième possibilité, vous vous dites que de toute façon, l'association n'ayant pas de compte bancaire n'est donc pas saisissable, donc je ne fais rien, juste rien. Et là, ça serait une énorme bêtise pour la simple et bonne raison, c'est que dans le cas où vous ne faites rien, l'administration considérera que vous ne voulez pas dénoncer la personne qui a commis l'infraction et par conséquent, vous prendrez une amende en plus au nom de l'article L 121-6 du Code de la route qui oblige toute personne morale à dénoncer le conducteur responsable de l'infraction. Ça sera donc une amende de 750 € en plus de l'infraction qui a été commise, sans compter les possibles problèmes derrière que ça peut entraîner dans le cas où vous décidez tout simplement de continuer ce genre de comportement. Dernière solution, tout simplement, vous aviez ce jour-là prêté votre véhicule à un adhérent temporaire qui habite tout simplement aux États-Unis, pays dans lequel il n'y a aucun accord en termes de contravention. Dans ce cas, vous pouvez en toute liberté dénoncer cette personne qui ne sera absolument pas du tout inquiétée puisque les accords concernant les contraventions ne sont valides que pour l'Europe. Bien évidemment, ce genre de roublardise fonctionne si vous le faites 1-2 fois par an maximum, mais dans le cas où vous commencez à faire ça 2-3 fois par semaine, là, il ne faudra évidemment pas s'étonner si un jour vous passez un petit week-end en garde à vue. Pour tous ceux qui utiliseront de façon intelligente cette stratégie, bravo, vous venez d'ériger un véritable petit château qui vous mettra à l'abri de ces pertes de points ou d'amendes que l'on a bêtement récoltées sur la route. Mais puisqu'il y a effectivement un mais, cela ne vient pas sans contrepartie. Effectivement, dans l'univers de la finance, on a pour habitude de dire que plus les gains sont rapides et importants, plus les risques le sont. C'est proportionnel aux gains. Cette stratégie respecte parfaitement cette règle. Je ne vous en ai volontairement pas parlé depuis le début de cet épisode, mais effectivement, les risques d'une telle stratégie sont énormes et non négligeables. Parlons maintenant des risques que vous allez prendre et des sanctions potentielles dans le cas où vous mettez en place une telle stratégie. Ce petit montage, bien que très pratique, n'en reste pas moins relativement, voire très risqué, dans le cas où vous n'en faites pas une utilisation correcte et surtout intelligente. Depuis le début de cet épisode, je prends soin de bien préciser que cette stratégie est efficace uniquement dans les cas de contrôle automatique, vitesse,
feu rouge, pollution, bruit, bref, tout ce que vous voulez bien qui a été automatisé. Mais dans le cas où vous vous faites contrôler physiquement par les forces de l'ordre, le fait qu'une personne morale soit propriétaire du véhicule ne changera absolument rien, puisque là, dans ce cas, c'est le conducteur qui est physiquement contrôlé et verbalisé par l'agent. Ce même agent ne fera que vérifier si le véhicule est en règle en termes de carte grise, d'assurance, de contrôle technique. Bon, je pense que ça, c'est pas non plus trop compliqué à comprendre, pour des raisons évidentes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne morale est propriétaire de votre véhicule que ça vous dégage de toute responsabilité. Dans le cas où vous faites partie du bureau, en tant que par exemple président ou secrétaire et ou trésorier, vous restez responsable de cette même association. Ce qui veut dire qu'en cas d'ennui avec la justice, pour X raisons qu'on va voir juste après, eh bien c'est vous que l'on viendra chercher. C'est aussi pour ça, ne vous amusez pas à mettre par exemple votre enfant de 8 ans président de l'association, ce qui serait d'une connerie monumentale. Autre risque, eh bien c'est tout simplement l'abus de droit ou détournement de biens. On l'a entreaperçu, mais si jamais vous abusez de votre stratégie, c'est-à-dire y enregistrer 40 voitures pour uniquement 2 membres, et que vous achetez, revendez, vous faites tout un tas de transactions avec un compte bancaire au nom de l'asso qui va déclencher le TRACFIN et compagnie, vous allez vous foutre sacrément dans la merde, tout simplement en attirant le regard du fisc. Et c'est à partir de ce moment-là, puisque je vous rappelle que France, quand vous allez immatriculer un véhicule, si vous n'êtes pas un professionnel de l'automobile, eh bien, au bout d'un certain nombre, qui reste assez flou, vous allez déclencher des red flags un petit peu partout dans l'administration, ainsi que le TRACFIN. Et ça va se concrétiser par un contrôle, tout simplement, du fisc de votre association, qui va regarder quel usage vous en faites. Et à partir du moment où ils peuvent démontrer, et ça sera très facile, que vous utilisez l'association tout simplement comme une sorte de bouclier pour vous protéger de sanctions, puisque si vous en faites une utilisation abusive, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même pour les sanctions, il sera ensuite très facile pour l'administration de prouver que vous avez utilisé cette association comme structure écran pour frauder. Et là, c'est vraiment d'énormes problèmes qui vous attendent. Un autre risque un petit peu plus pervers, c'est tout simplement l'organisation d'insolvabilité. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous créez votre petite structure associative dans votre coin, vous êtes deux, trois avec vos véhicules et tout, vous ne faites pas parler de vous, même pas d'amende, rien, tout va bien, tout va pour le mieux, ça roule, et on n'en entend pas parler. Sauf que d'un point de vue personnel, ça commence à merder, ce qu'on appelle plus communément les accidents de la vie. Souvent, ça passe par la perte d'emploi, on enchaîne après par la petite séparation des familles, divorce s'il y a eu mariage, séparation des enfants, s'il y a enfants, le chien également. Pendant qu'on y est, évidemment, la perte de la maison. Donc, souvent, il y a aussi un crédit attaché à tout ça, peut-être pour la voiture, pour la maison, pour ce que vous voulez bien, crédit à la consommation, hein, ça c'est fort possible également. Ce qui fait que là, vous êtes bien engagé sur la pente glissante direction les enfers. Et c'est dans ces cas-là que la charge mentale va vous faire zapper des choses. Votre cerveau va se mettre en sécurité. Mais malheureusement, ça ne va pas vous servir. Et c'est souvent là où, un petit peu plus loin, souvent même quand tout commence à aller un petit peu mieux, que les huissiers vont faire leur apparition parce que vous aurez oublié de payer telle facture ou de faire tel versement. Enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Mais dans le cas où vous en êtes parfaitement conscient et que vous décidez tout ce qui est de valeur de le transférer justement à votre association pour éviter ça, donc là on parle vraiment d'une intention, eh bien ça s'appelle une organisation d'insolvabilité. C'est-à-dire que vous savez pertinemment que vous allez devoir rendre des comptes à des huissiers, à des créanciers, et de ce fait, vous allez mettre à l'abri tout ce qui pourrait potentiellement régler ces créances-là en les transférant justement à une autre personne ou à une autre entité. Dans notre cas, c'est pas compliqué. Si vous êtes président d'une association, que vous avez des meubles de valeur, que vous avez des objets de valeur, par exemple, vous avez 2 œufs de Fabergé comme ça qui traînaient sur votre comptoir, et un huissier vient vous demander le règlement des pensions alimentaires que vous n'avez pas versées depuis 6 mois. Sauf que pas de chance, vous avez transféré la propriété de ces œufs de Fabergé à votre association parce que vous aimez bien votre association et que vous êtes généreux. Et bien dans ces cas-là, l'administration peut se retourner contre vous si elle peut prouver que la chronologie du transfert de propriété rentre dans le cadre où vous saviez pertinemment que vous allez avoir la visite d'un huissier et que vous allez devoir de l'argent. Petite parenthèse concernant ce point, si vous pensez que ce genre de sanction est une légende urbaine et que ça n'arrive jamais ou quoi, détrompez-vous. Ça arrive régulièrement
mais sur des grosses sommes. Si vous avez une montre qui vaut 1 000 € et que vous dites: «Bah, merde, j'ai juste pas envie qu'on me la prenne» et que vous décidez de la mettre ailleurs ou je ne sais quoi, ou de la revendre à une asso ou à quelqu'un, on va pas venir vous chercher pour 1000 balles. Là, ce serait vraiment c'est que vraiment vous n'auriez pas de chance. Par contre, pour des sommes beaucoup plus importantes et notamment en ce moment dans l'affaire de l'arnaque au CO2, Marco Mouli, qui a été arrêté en Italie, a été justement arrêté et aussi, accusé d'avoir organisé son insolvabilité. Et souvent, quand vous êtes accusé de ça, c'est que derrière, les personnes ont déjà toutes les preuves nécessaires. Donc ne jouez pas avec ça si vous avez 4 Lamborghini, que vous devez de l'argent que vous n'avez pas payé et que vous avez décidé de mettre ces Lamborghini-là au nom de l'association pour être tranquille, alors que vous saviez déjà que les huissiers allaient venir vous chercher. Ça ne peut pas bien se passer, bien évidemment, parce que ça se voit malheureusement. Maintenant, si vous aviez une 2e moto que vous veniez d'acheter pour votre gamin ou je ne sais quoi, c'était en son nom à lui ou en nom propre parce que les dettes se transfèrent, eh bien, là, bon, il y a peu de chances effectivement qu'on vienne vraiment vous faire chier. Donc d'où l'intérêt de bien organiser tout ça dès le début. Parce que si vous faites ça en pleine procédure de recouvrement, ça marchera pas. C'est pas bon, c'est pas une bonne méthode. Et quand bien même vous n'auriez strictement rien à vous reprocher. Autre risque, c'est prendre trop de membres à votre bureau ou dans l'association. En effet, à partir du moment où vous allez intégrer plusieurs membres dans votre bureau, bah, c'est des risques potentiels de se retrouver bloqué sur l'achat ou la revente d'un véhicule. Donc ne faites pas cette erreur-là, sauf si vraiment vous voulez développer une association avec un type de fonctionnement, style agence de prêt de véhicules ou je ne sais quoi. Mais une fois de plus, là, les statuts sont là pour parer à tout problème potentiel. Voici les risques majeurs auxquels vous allez vous exposer dans le cas où vous décidez de monter cette stratégie. Certes, ils sont rares. Également, c'est lié aussi à une mauvaise gestion administrative de votre structure, mais ils ne sont pas inexistants. Vous ne pouvez que les minimiser. Bien entendu, il y en a d'autres, mais eux qui sont beaucoup plus mineurs. Il est maintenant temps pour moi de passer à la conclusion. Penser se protéger du code de la route à travers une entreprise ou une association, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je n'ai absolument rien inventé, je n'ai fait que reprendre quelque chose qui existait déjà, et ce depuis que la personne morale en tant qu'entité juridique existe. Si on regarde ce genre de montage dans sa globalité, eh bien on s'aperçoit que la protection que ça offre contre justement la verbalisation automatique, ce n'est vraiment qu'un faible pourcentage de son utilisation, puisqu'à partir du moment où vous décidez d'utiliser ce montage pour simplement frauder, quel que soit le type de fraude, hein, de l'achat-revente, que ce soit justement de la contravention automatique ou quoi, eh bien systématiquement ça vous retombera dessus. Je vous le répète, c'est des contrôles automatisés. Donc à partir du moment où tout est automatisé et que vous décidez de ne pas jouer le jeu des conséquences, eh bien ça vous retombera dessus systématiquement. Maintenant, créer une association entre 2, 3, 4, 5 personnes, amis proches ou famille, pour mutualiser justement l'utilisation de véhicules, eh bien là, c'est un très bon point. Effectivement, ça peut même ouvrir la porte à tout un tas d'autres possibilités, même si vous désirez faire du business. Car une association ne vous empêche pas de faire du business. Ça, c'est encore une fois vos statuts qui vont le décider, ainsi que le type d'association que vous aurez choisi. Personnellement, j'adore ce genre d'outils administratifs. C'est simple, c'est rapide, gratuit à mettre en place. Et surtout, ça permet de se sortir de situations plus ou moins complexes assez facilement. Et ça, c'est l'un des avantages d'avoir une administration qui est très développée. C'est souvent pointé du doigt comme un millefeuille administratif avec tout un tas de procédures et de papiers à remplir pour faire ne serait-ce qu'une demande de carte d'identité ou je ne sais quoi. Mais des fois, ça peut vous sortir des ennuis, car en grattant un petit peu, en fouillant dans tout ce qui est structure juridique, fiscale et compagnie, vous avez de fortes chances de trouver la configuration juridique et fiscale qui permettra de sauver votre situation. Je vais même aller plus loin, car aujourd'hui, grâce à l'Europe, vous pouvez améliorer encore plus l'efficacité justement de ces structures un peu atypiques. Et je fais référence notamment au droit bancaire européen. Il y a de ça quelques années, la France ne voulait pas respecter ces directives européennes concernant le droit bancaire, et aujourd'hui, eh bien, elle y a été contrainte, notamment son administration. Je ne vais pas développer ce point-là, puisque ce n'est pas du tout le sujet de cet épisode,
mais je voulais surtout vous montrer qu'en France, avec un minimum de ressources et d'intelligence, bien sûr, vous pouvez effectivement déployer des outils administratifs qui vous permettent de vivre relativement sereinement et protégé. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des couilles sur le réservoir jusqu'au bout. Si jamais vous voulez en avoir plus, Instagram, @sur le réservoir. Avant de partir, n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous fais des bisous et comme disait Valérie, au revoir. C'est la boulangerie française. La procédure. Patapouf, gang, 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 patapouf. Brochette de salamandre avec des amandes. On va te mettre à l'amende. C'est le patapouf gang. Patapouf, gang, patapouf, gang, patapouf, gang, patapouf. Je suis petit mais je grandis encore. C'est moi le plus que du gang. Patapouf, c'est le décor. Tu vas goûter ma fiente. Nous cuisinons que des bonnes viandes. Mais si t'es vegan, j'ai des bonnes tranches. Je mange du bison, je fume la coriandre. Dans une demi-seconde, tu vas montrer tes hanches. Je fais du vélo, je perds le poids que j'ai pas. Quand je te dépanne, tu fais le grand écart. Et si t'aimes pas, t'as le droit de départ. Quand je pars en mission, je suis préparé. Pour moi, le qui sépare. Faut que je fasse partir tous ces paras. Soir ce c'est chaud dans Paris. Je vois que la potence écrase tout. C'est important, c'est pas crasseux. Sur un 16, j'aime les froisser. Tout ce que t'établis se casse. J'aime trop ma team de dingue. J'aime trop ma ville de moinque. Polyvalent, y'a tout corps de métier. Si t'as ton bac par la banque, t'es payé. C'est de fromage, j'aime les produits laitiers. Passe à Neuilly sur Marne, c'est là-bas que je suis né. Tu fais le cavon, par la bac, t'es soulevé. Dans la vie, par l'alcool, t'es touché. Y'a toujours pire, mais dans le vestiaire. Tu veux souiller la drogue, t'as distillé. Elle veut me cessu, elle veut pas que je vienne en être sûr. Elle est renversante, mais dessus y'a tout mon gang. Patapouf, gang.